Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance. Si jamais il y a un problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Ça apparaîtra normalement sur ma présentation. Alors, je suis Jacques Angloff, co-responsable du Master IRIB, et je vais vous présenter aujourd'hui les possibilités de double diplôme qui s'offrent à vous, étudiants ingénieurs INSA. Donc double diplôme, diplôme d'ingénieur plus master et plus particulièrement master ERIV et dans le parcours automatique robotique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un master, donc c'est un diplôme national, hein, dont le nom est protégé d'ailleurs, hein, on peut pas n'importe qui, n'importe quel établissement ne peut pas décerner un master, hein, seules les universités habilitées peuvent le faire. C'est un diplôme de niveau Bac plus 5 et c'est un grade qui a été créé en 99 suite à la réforme qui s'appelle LMD et qui vise en fait à synchroniser les études supérieures en France avec ce qui se fait à l'étranger. Donc, il est délivré par une université ou éventuellement une grande école habilitée. Il est équivalent, donc, cette synchronisation avec les études à l'étranger, hein, donne une équivalence, une lecture de ce grade à l'étranger qui est beaucoup plus facile que ce que c'était avant, hein. Et donc, c'est équivalent au master's degree anglo-saxon notamment, mais aussi équivalent à d'autres diplômes bac plus, enfin, équivalent bac plus 5 d'autres pays. Il se décompose en 2 années, qu'on appelle M1 et M2, et chaque année apporte 60 ECTS, qui sont ces crédits européens euh, équivalents, hein, donc qui vous permettent notamment de bouger d'une université à l'autre. Pourquoi un master? C'est surtout ça la grande question, je pense, qui fait que vous êtes venu à cette présentation. Pourquoi un deuxième diplôme? À quoi ça vous sert concrètement? Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le master IRIV est un master orienté vers la recherche, historiquement, hein. C'est, avant, ça s'appelait DEA, hein, donc avant cette fameuse réforme LMD, hein, ça s'appelait DEA, et donc c'était déjà un DEA orienté recherche à l'époque, et donc le master IRIV est le successeur de ce DEA. Et on a conservé en fait cette coloration recherche qui vise donc à donner aux étudiants qui suivent ce master un supplément de formation pour faire de la recherche. Alors, pas forcément de la recherche académique, hein, ça peut être de la recherche industrielle, hein, donc c'est pour augmenter le R dans un métier qui serait R et D. Donc, à quoi ça peut servir de muscler un peu ce parcours recherche, ce volet recherche dans sa formation? Alors déjà, c'est un deuxième diplôme. Vous allez voir que ça coûte pas très cher en termes d'investissement supplémentaire. Évidemment, il y a une différence entre ceux qui ont juste le diplôme d'ingénieur et ceux qui font le diplôme d'ingénieur plus le master. Il y a un petit effort qui est demandé, mais il n'est pas énorme. Donc, outre les connaissances et compétences scientifiques additionnelles, ça vous ouvre les portes vers des métiers qui sont plus des métiers de recherche. Donc, ça peut être des métiers de R&D dans l'industrie ou alors de la recherche académique au travers d'une thèse. Et ensuite, après cette thèse, ça vous ouvre les portes de tous les métiers de la recherche en France et à l'étranger. Alors, justement, en parlant de l'étranger, comme la réforme LMD visait à synchroniser les études supérieures françaises avec ce qui se passe à l'étranger, donc maintenant c'est beaucoup plus lisible depuis l'étranger, le master. Donc, vous dites que vous avez un master, un Américain, un Japonais, un Allemand saura exactement de quoi il s'agit. Alors que si vous dites j'ai un diplôme d'ingénieur français, c'est pas forcément évident parce que le diplôme d'ingénieur aux États-Unis, je dirais, il est un peu inférieur à ce qu'il est en France. Euh, c'est c'est- c'est pas toujours compris, disons, le système français et notamment le fait que, en général, les meilleurs étudiants du système français passent par les classes préparatoires et ensuite essayent d'intégrer une école d'ingénieur, alors que c'est parfois l'inverse, hein. Aux États-Unis, c'est plutôt la voie royale, c'est plutôt la fac.
Donc, le fait d'avoir un master, déjà, vous situe, hein, situe votre niveau de compétence et permet de mieux, disons, expliquer hein, votre niveau, vos compétences, votre diplôme à l'étranger. Euh, et donc, ça ouvre aussi la possibilité de faire un doctorat à l'étranger. Hein. Donc, pour faire un doctorat à l'étranger, il faut être titulaire d'un master's degree. Et donc, si vous dites que vous avez un diplôme d'ingénieur, pour avoir l'équivalent, ça ne va pas forcément être si évident que ça, même si je pense avec un peu d'opiniâtreté, vous pourriez y arriver, mais c'est plus facile. Voilà pour le pourquoi, l'essentiel du pourquoi. Il n'y a pas que ça, hein, mais disons, c'est un bon résumé. Je vais faire un peu de place là. Euh, et donc, concernant spécifiquement le master IRIV, hein, donc, qui est co-accrédité avec l'INSA Strasbourg hein, et qui est porté par Télécom Physique Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs intégrée à l'Université de Strasbourg et qui est située à Ilkirch. Euh, donc, on a depuis de nombreuses années, presque 2 décennies, hein, offert aux étudiants de l'INSA cette possibilité de faire le parcours AR du Master RIV. Alors, avec les années, ça s'est étendu. Initialement, c'était que les MIC qui pouvaient le faire. Ensuite, il y a eu les GE, puis les GM, puis les PL. On a ouvert également un autre parcours. Alors, cette présentation ne concerne pas ce parcours-là, hein, le parcours topo, ouvert aux étudiants qui font topographie. Donc, avec les années, donc ça a pris de l'ampleur. Et donc, c'est là ce qui nous concerne aujourd'hui, hein, c'est le parcours AR, automatique robotique du Master RIV, qui est offert donc à 4 spécialités de l'INSA. Alors, c'est un des plus gros masters de l'Université de Strasbourg. On est à plus de 200 étudiants en tout, M1 plus M2, centaines d'étudiants par année. Euh, bon, il y a beaucoup de parcours, hein. Il n'y a pas que le parcours automatique robotique hein, dont on parle aujourd'hui, hein, mais les autres parcours ne vous sont pas accessibles, évidemment, pour des questions d'organisation, d'emploi du temps. Il est adossé, ce master, à la plupart des laboratoires sciences et technologies de l'information et de la communication de Strasbourg, et notamment le plus gros de ces laboratoires qui s'appelle eCube et qui regroupe actuellement environ 600 personnes. Donc ça veut dire, adossé, ça veut dire que ce laboratoire IQ va proposer un certain nombre de stages pour les étudiants du master IRIV. Ça veut dire que les enseignants, bon, la plupart des enseignants, en tout cas des cours supplémentaires du master, mais même des enseignants ici de l'INSA, hein, sont issus de ce laboratoire. Hein, ça veut dire ça. Et la thématique centrale du Master RIV, c'est l'image. Hein. Donc, tout ce qui tourne autour de l'image, de près ou de loin. Et donc, c'est une thématique qui n'est pas forcément très présente dans la formation initiale de l'INSA. Donc, de ce point de vue-là, ça vous apporte des connaissances et des compétences supplémentaires. Alors, juste pour donner un aperçu de l'organisation globale du Master RIV, hein, pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué que simplement le parcours AR, et aussi pour vous montrer comment s'insère le parcours AR dans l'ensemble du M2. Hein. Donc, vous voyez, donc les 2 blocs, c'est M1, M2, donc les 2 années. Alors, déjà, ce qui vous concerne, vous, c'est que le M2, parce on vous donne le M1 quelque part par équivalence. Vous n'avez pas besoin de rentrer directement en M2. En M1, on a un certain nombre de parcours qu'on appelle dominantes, enfin bon, voilà, des spécialités. Donc ça ne vous concerne pas, qui irriguent en fait les différents parcours, les 6 parcours du M2. Et parmi ces 6, donc il n'y en a que 2 qui sont ouverts aux INSA, euh, AR qui est ouvert à vous et Topo qui est ouvert aux étudiants qui font la spécialité topographie. Alors, concernant le parcours AR qui vous intéresse, qui nous intéresse aujourd'hui, donc il est ouvert à 4 spécialités, MIC, GM, GEPL. Qu'est-ce que ça va? Alors,
concrètement, vous aurez des cours en plus, mais aussi en moins, hein. Donc la maquette, on vous l'expliquera après, hein, la maquette INSA est aménagée pour les étudiants qui font master. Typiquement, bon, si je schématise, vous aurez moins de cours de type management, hein, qui sont moins recherche forcément, et un peu plus du coup de cours en contrepartie des cours que vous allez suivre le mercredi, parce que on a aménagé l'emploi du temps de cette manière-là, hein. Donc on a mis tous les cours d'Ilkirch spécifiques donc au parcours horaire le mercredi. Et ces cours sont listés là. Alors c'est des cours qui ont évolué. Donc ça va être la deuxième année on aura cette mouture. On les a fait évoluer suite à des remarques notamment de vos anciens. Bon, il semblerait que cette mouture convienne mieux, en tout cas, bah, à tous, pas seulement aux étudiants INSA également, parce que vous n'êtes pas tout seul évidemment, hein. Vous êtes mélangé avec aussi les TPS qui font le double diplôme, avec des étudiants qui font que le master, hein. Donc il y a plusieurs types de cohortes. Et donc on a fait cette modification qui semble donner satisfaction actuellement. Donc, vous avez un cours de tronc commun. Donc, j'ai dit que la thématique centrale du master, c'est l'image. Et donc, le tronc commun, logiquement, porte sur des notions de base de traitement d'image, de vision par ordinateur, de segmentation d'image, voilà, les bases, hein. Et je pense que là, il n'y a pas trop de redondance par rapport à ce que vous avez vu à l'INSA, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu en général à l'INSA, en tout cas dans ces spécialités-là. Euh, donc 25 heures de tronc commun et ensuite des cours propres au parcours AR, donc robotique. Alors là, il y a 23 heures. Pour ceux qui font MIC et peut-être GM également, ça peut être un peu redondant avec les cours, notamment ceux de Monsieur Pixin. Bon, c'est une autre façon d'aborder les choses. Il y a une partie commande peut-être sûrement oui, qui est différente de celle qui enseignait à l'INSA. Euh, mais bon, c'est sûr que c'est plus facile, on va dire, pour les étudiants MIC et GM qui ont déjà un peu vu ça, que pour les GE et les PL. Euh, mais les GE et les PL s'en sortent très très bien. Il n'y a pas de problème de prérequis. C'est un cours qui ne suppose pas que vous ayez déjà fait de la mécanique. Alors ensuite, il y a des cours qui sont à cheval entre robotique et vision et commande, parce qu'il y a ces trois domaines, hein, qui sont abordés, hein, l'automatique, la vision par ordinateur, la robotique. Et donc, ce qui synthétise bien ces trois domaines, c'est les asservissements par vision, et notamment les asservissements visuels rapides qui permettent disons, qui nécessitent d'avoir un modèle qui est un peu plus évolué, un modèle dynamique notamment, et des commandes aussi un peu plus évoluées. Donc là, on a 10 heures d'asservissement visuel rapide avec un TP qui a été renouvelé, qui consiste à servir la position d'un drone par rapport à une cible. Donc avec programmer un traitement d'image en C, enfin, je sais plus, je sais pas le programmer. Non, le traitement d'image, il me semble que je l'ai programmé, mais la loi de commande est à programmer pendant le TP par les étudiants. Et donc à la fin, on a un système d'asservissement visuel. Bon, là, il n'est pas très rapide parce que le drone n'est pas super rapide, mais en tout cas, c'est les bases d'un asservissement visuel. Et donc, ça valide une partie des connaissances abordées dans ce cours-là. Donc, ça, c'est typiquement le genre de notion, hein, qui est abordé dans le parcours AR. Et j'ai une autre vidéo qui va un peu plus loin, qui vous montre en fait une manip de thèse d'un ancien MIC, euh, Miguel Arpa Peroso, qui a fini sa thèse très récemment, et donc qui a fabriqué, qui a commandé un système robotique aérien, hein, donc à 6 degrés de liberté. Donc c'est un drone qui sait se translater sans s'incliner, s'incliner sans translater, et tout ça suivant 6 degrés de liberté avec 8 moteurs. Et il est suspendu, et donc il a fait toute la commande avancée, le design mécanique, la commande, euh, de tout le système dans le cadre de sa thèse. Donc ça, c'est plutôt des travaux de recherche. Et vous voyez qu'en fait, c'est toujours au cœur des domaines du master, c'est normal. Les domaines du master sont en lien avec la recherche faite à IQ, hein.
Là, on est à l'intersection de la robotique, de l'automatique et de la vision. Alors, on a aussi donc on a un cours de drone, ça c'est un nouveau cours que j'ai monté l'année dernière et donc qui vise à donner les bases pour, euh, pour faire de la recherche dans le domaine de la robotique aérienne. Enfin, ça aborde uniquement les quadcopters, hein, qui sont juste une sous-partie en fait de la robotique aérienne, mais c'est déjà pas mal. Ça donne disons, un bon point de départ. Si vous avez un stage, par exemple, dans ce domaine-là, le fait d'avoir vu ces notions en cours et en TP d'ailleurs, euh, un avantage clair par rapport à d'autres qui débarquent. Alors, il y a un cours qui est un peu plus difficile, hein, donc du point de vue théorique, hein, forcément, euh, l'aspect recherche hein, implique quand même des cours avec une consistance théorique un peu plus, enfin, du domaine de la recherche. Et là, c'est typiquement la commande robuste, hein. 25 heures avec, c'est de la commande avancée. C'est typiquement la commande que vous pouvez avoir, par exemple, dans l'aéronautique, hein. C'est une commande. Vous pouvez mathématiquement prouver que l'asservissement restera stable, connaissant en fait des plages de variation des paramètres. Typiquement, un avion, au décollage, à l'atterrissage, il n'a pas la même masse parce qu'il n'y a pas le même volume de kérosène. Quand il est au sol ou alors quand il est en altitude, il n'y a pas la même densité de l'air. Il peut avoir des charges différentes, hein, un avion plein versus un avion vide. Et l'autopilote doit rester stable quoi qu'il arrive. Et vous avez besoin d'une preuve mathématique, hein. Vous n'allez pas mettre une IA pour faire l'autopilote d'un avion. Parce que l'IA, OK, ça marche 99,9% du temps, mais pour un avion, vous avez besoin de 100%. Et c'est une des applications de la commande robuste. Et là, bon, c'est le cours un peu théorique qui demande un peu plus d'effort à tous les étudiants, hein, pas que les INSA, mais il se trouve que bon, les INSA s'en sortent très bien, hein, il y a pas de souci de, d'échec à ce cours enfin, de mémoire. Vous avez également un cours d'initiation à la recherche qui vous explique les outils du chercheur, par exemple, donc les outils logiciels, le process de recherche et aussi les métiers de la recherche, parce que c'est des métiers qui s'offrent à vous parce que vous avez fait le master, forcément. Du point de vue pratique, donc les cours, je l'ai déjà dit, sont le mercredi à Télécom Physique Strasbourg. C'est le tram E, station campus d'Ilkirch. C'est à peu près à 25 minutes, je dirais, d'ici. Et donc, tout est regroupé le mercredi. Le supplément de travail oui, le supplément de travail qu'on vous demande hein, donc pour avoir ce deuxième diplôme, il réside effectivement dans les cours spécifiques master, dont certains sont un peu plus théoriques effectivement que ce que vous pourriez avoir si vous faites que le diplôme d'ingénieur. Euh, les détails seront donnés après hein, par Monsieur Durand, exactement le volume d'heures, quels cours sont donnés par équivalence, etc. Mais il y a aussi un impact au niveau des stages. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas toujours bien compris. On essaye de faire beaucoup d'explications de texte, mais c'est pas évident à comprendre non plus quand on vous l'explique pour la première fois, hein. Pour le stage, sachant que c'est le même stage pour le diplôme d'ingénieur et pour le master, vous avez en fait l'union de toutes les contraintes. Et donc, il y a les contraintes ingénieur, donc quand même un stage de niveau ingénieur, mais vous avez en plus les contraintes master hein, qui font que il doit y avoir un volet recherche dans le sujet de votre stage. Alors, ces mots-clés volet recherche qui sont difficiles à comprendre. Euh, je vais, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, avoir un volet recherche dans le stage ne veut pas dire, alors déjà, je veux dire ce que c'est pas, hein, ne veut pas dire faire un stage en labo. Tout à fait clair, hein. Il y a plein de stages, on a eu plein de stages en entreprise qui auront des volets recherche. Déjà, ça, pour que ça soit clair. Ensuite, je vais dire un autre truc que c'est pas un, un stage de développement.
logiciel, par exemple faire une interface graphique avec des boutons, des menus, un logiciel qui s'interface par, je sais pas, RS-232 ou n'importe quoi avec une machine, du développement, c'est pas de la recherche. Là, il n'y aurait pas de volet recherche. Donc c'est vraiment dans le R et le D, hein, c'est le R qu'on veut. Et le critère qui permet de savoir s'il y a de la recherche, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut faire un état de l'art scientifique du sujet? Et justement, c'est une des choses qu'on vous demande en plus quand vous faites un master. On vous demande de faire un rapport bibliographique qui est en fait un état de l'art scientifique du domaine que vous allez traiter en stage. Petit rapport de 15 pages où vous allez dire que tout ce que vous expliquez, ce que vous avez lu, ce que vous avez compris comme article scientifique en lien évidemment avec votre sujet. Et à la fin, vous dites, OK, ben, au vu de ce qui se fait de mieux ailleurs, ben, moi, je choisis ça parce que c'est plus pertinent par rapport à mon sujet. Donc, si vous êtes capable de faire un état de l'art scientifique, alors état de l'art scientifique, ça veut dire aller lire la littérature scientifique internationale, hein, les revues des chercheurs, mais qui sont aussi lues par les ingénieurs dans des services de recherche, hein, des entreprises. Et donc, aller voir ce qui se fait de mieux à l'instant T, un peu partout dans le monde, dans le domaine qui nous intéresse, et de faire une synthèse, et à partir de cette synthèse, de dire où est-ce qu'on va pour la suite. Et justement, c'est un rapport qu'on vous demande de faire au début du stage, durant les 6 premières semaines. Bon, je ne sais pas si c'était hyper clair, mais si ce n'est pas clair, je vais vous montrer ensuite un lien vers l'historique de tous les stages du parcours AR que j'ai compilé depuis que je suis responsable, c'est-à-dire depuis 2005, je dirais. Euh, 20 ans. Vous aurez les titres, le nom des entreprises et le contact de l'ancien éventuellement. Si vous voulez, si vous visez une entreprise, vous aurez l'ancien qui a fait son stage là-bas. Vous allez chercher dans l'annuaire ses coordonnées, si vous voulez, ou sur LinkedIn. Et si vous voulez lui poser des questions sur le contexte, sur l'environnement, etc., vous avez un contact direct. Alors, des exemples. Euh, ouais, alors celui-là, il est assez ancien, mais il est assez emblématique, hein. Un stage chez Michelin. Bon, Michelin, on peut se dire, ouais, elle recherche, mais si, il y a quand même, ils sont assez en pointe, hein, même si c'est une industrie un peu ancienne, hein, les pneumatiques, on peut se dire, c'est super vieux. Est-ce qu'il y a encore de la recherche là-dedans? Mais il y a de la recherche, par exemple, dans le contrôle qualité. Et là, en l'occurrence, c'était un stage qui portait là-dessus, qui visait à très précisément mesurer la topologie de la surface du pneumatique au micron près, avec un moyen de mesure optique particulier. Donc là, pile poil, ça match avec les mots-clés du master. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il a été pris, cet étudiant. Et donc de faire donc le profil de surface et de regarder à la jointure, parce que le pneu, à un moment, il faut le souder, si cette soudure est parfaite, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gap ou de petits rebords, des choses comme ça. Donc là, il a développé un système de vision original du domaine de l'état de l'art scientifique. Et il s'est appuyé là-dessus pour faire son système jusqu'au bout. Dans le domaine des GE, hein, on autorise des stages qui sont à la marge, hein. Comme les GE, c'est un peu un domaine, ça s'éloigne un peu plus, on va dire, de la vision, hein. Il y a parfois, souvent même, des stages plutôt électrotech ou électronique. Et donc là, on accepte ce type de stage, hein, pourvu qu'ils aient cette composante recherche. Et donc là, il y avait un stage chez Bosch qui visait à développer, en fait, à améliorer les circuits d'aide à la commutation pour des onduleurs ou des convertisseurs DC-DC pour les véhicules électriques. Et pour analyser, en fait, le bon fonctionnement de ces snubbers, ils utilisaient des caméras thermiques et voulaient automatiser un peu le process d'évaluation, hein. Donc là aussi, traitement d'image, imagerie infrarouge, des mots-clés en lien avec l'aspect image du master.
Vous avez des étudiants qui ont fait des stages via des contacts qu'on a avec des chercheurs à l'étranger. Donc, Brouillas Arnaud a fait un stage à l'université de Minnesota grâce à un contact d'un des enseignants ou un des chercheurs d'ICUBE euh, qui a permis disons, d'initier ou de le recommander. Et plus récemment, Ethan Nidam, hein, donc, qui est en thèse avec moi au laboratoire iCube, qui travaille sur la conception, la fabrication et la commande et les tests d'un robot aérien de street art. Et donc, si vous voulez l'historique des stages, pour savoir un peu plus ce que c'est qu'un stage recherche, hein, vous cliquez là-dessus, je vous donnerai le PDF, hein, je vous l'enverrai, il y a les liens à l'intérieur. Donc, vous arrivez sur alors le site du Master Rive, hein, c'est ça, www.master-rive.fr. Le parcours qui vous intéresse, vous allez dans le menu M2, parcours AR. Là, vous avez bon, le petit blabla d'introduction là, vous avez la maquette, hein, ce qui peut vous intéresser, notamment les syllabus. Alors, par exemple, commande robuste, hein, vous avez le détail, volume horaire, modalité de contrôle de connaissances, prérequis, objectifs, programme détaillé, etc. Et ça, vous l'avez pour tous les cours. Euh, Vous avez ici, hein, concernant les stages, les historiques. Euh, et vous voyez que ça remonte très très loin, hein. Et donc, par exemple, les stages de l'année dernière, alors je mets à jour juste après les soutenances, hein, donc on n'a pas encore les stages ici en cours, hein, mais on va avoir un témoignage d'un stage en cours juste après. Et vous voyez, par exemple, qu'il y a des stages chez Thales, Siemens, Axon Cable. Alors, il y a le ministère des Armées. C'était original, c'est un stage GE sur un FPGA qui accélère un algo qui est utilisé pour le cryptage-décryptage, hein. Donc là, c'est typiquement un service des armées qui travaille sur le craquage de code. Et donc, ouais, c'est des maths, hein, mais bon, c'est de la recherche. Et on a admis ça alors que c'est vraiment, ça commence à être très très loin du centre de gravité du master. Mais c'est bon. Ça, on avait les compétences. Ah oui, la condition, c'est qu'on ait les compétences, le jury ait les compétences d'évaluer le caractère scientifique du stage. Bon, là, il se trouvait qu'il y avait des collègues qui étaient capables de faire ça. Vitibot, c'est une société qui nous prend souvent des stagiaires, qui fait un robot agricole pour récolter pour les vignes. Je pense qu'il y en a pas mal ici de stagiaires, enfin, ils prennent souvent des stagiaires de l'INSA, le CEA, et vous voyez qu'il y a iCube également qui propose des stages, hein. Donc tous les ans, évidemment, vous avez des stages qui sont proposés par l'équipe robotique, qui est une des plus grosses d'ICube, et qui sont diffusés via la mailing list du master, hein, parce que c'est des stages, évidemment, qui sont en recherche, systématiquement. Donc, n'hésitez pas à regarder ça, hein, à cliquer sur les onglets, à aller dans l'historique. Alors, peut-être pas 20 ans en arrière, hein, c'est plus super pertinent, mais au moins 5 ans en arrière. Et là, vous avez les contacts, euh, les noms de l'étudiant, le sujet et l'entreprise ou laboratoire. Ouais, je voulais. Ouais. Alors, concernant les syllabus, hein, donc l'onglet par défaut, c'est pas celui qui vous concerne, hein. Vous voyez là en bas, là. C'est ISAV plus HCI, ça c'est les autres cohortes, c'est pas vous. Si vous voulez avoir le planning, enfin le contenu spécifique à l'INSA, vous cliquez sur l'autre onglet et là vous avez tout le détail avec les différentes variantes, hein, par spécialité, hein. Donc, vous voyez là, GE, GM, IPL, etc. C'est normalement à jour. Si on fait des stats par secteur, par groupe, et par organisation, enfin organisme de recherche. Donc les groupes les plus représentés dans les stages, c'est EADS, NECMA, Thales, PSA. Ça s'appelle plus PSA, maintenant ça s'appelle Stellantis. Renault, Siemens, Bosch, GM, EDF, Schneider, Aguerre, etc.
Les organismes de recherche nationaux et internationaux, on a donc l'Université de Minnesota qui nous a pris pas mal de stagiaires, South California aussi, Pennsylvania, l'Université de Sendai qui nous en a pris pas mal, c'est au Japon, le PFL, l'INRIA, le CNRS, l'IFREMER. Et les secteurs, c'est majoritairement la robotique, hein, forcément automatique et robotique, l'automatique industrielle, l'automobile, l'aéronautique. Alors, pour finir, les infos pratiques, hein, donc, je vous l'ai déjà montré, donc, le site web du master à cette adresse-là. Vous avez normalement toutes les informations qui sont centralisées à cet endroit-là. Vous avez des correspondants INSA. Pour MIC GMPL, c'est Olivier Pixin qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Il avait un empêchement de dernière minute. Et pour GE, c'est Sylvain Durand qui va prendre la suite pour la présentation là, des détails de la maquette. Si vous voulez vous inscrire, c'est avant le 13 juin. Il faut saisir, remplir un formulaire dont l'adresse est indiquée là. Vous pouvez flasher le QR code si vous voulez aussi. Tout ce qu'on vous demande, donc, c'est de saisir votre nom, prénom, et de rédiger une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez faire un master. Bon. Donc, vous avez encore un peu de temps pour le faire. Vous pouvez changer d'avis, hein, donc vous pouvez très bien vous inscrire là. Alors, si vous vous inscrivez, l'avantage, c'est que vous passerez ensuite par le jury INSA qui décidera si vous pouvez faire le master ou pas. Alors que si vous n'êtes pas inscrit, ben, ils en discuteront pas, quoi. Donc, après, s'ils disent OK, tu peux faire le master, vous pouvez toujours dire non. Par la suite, disons, la deadline pour choisir, c'est la rentrée. Donc, ça sera début septembre qu'il faudra arrêter son choix. Et donc, effectivement, hein, donc c'est le jury de classe INSA, hein, qui va évaluer ces demandes, regarder si vous êtes à l'aise ou pas à l'INSA. Et bon, ça coince rarement, hein, ça coince parfois. Quand ça coince, c'est quand vous avez des difficultés à l'INSA, que vous êtes un peu limite au niveau de la barre. On estime que le surcroît de travail du master ne serait pas compatible avec votre réussite au diplôme principal, qui est quand même le diplôme prioritaire, à savoir le diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est les collègues de l'INSA qui gèrent. C'est pas nous, on sous-traite cette partie-là. Au- voilà, notamment aux correspondants INSA. Ok, ben j'ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions concernant ce que j'ai déjà présenté, ben n'hésitez pas, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors, je vais donner la parole maintenant à Sylvain Durand, hein, qui va vous donner un peu les détails des volumes horaires, tout ça. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais répéter beaucoup de choses, mais d'un point de vue peut-être un peu plus INSA. Donc, d'habitude, c'est Olivier Pixin qui fait cette présentation. Mais comme il n'a pas pu être disponible, je vais essayer de la faire. Donc, pour pouvoir faire ce master en double diplôme, vous avez... Alors, il y a certaines contraintes côté INSA. Donc, si vous êtes en MIG GMPL, il faut que vous soyez dans le parcours 4. J'ai l'impression que c'est le cas, ceux qui sont présents ici. Et si vous êtes en GE, c'est que deux parcours sur les trois. Donc, c'est système embarqué IoT, donc SIoT, et le parcours UF, usine du futur. Monsieur Gangloff a parlé d'une décharge, enfin de l'organisation du master et d'une décharge notamment. Donc, ici, il y a les heures que vous avez en moins côté INSA, que vous faites le master IRIB. Euh, donc, le principal, c'est que vous n'avez pas le cours de management si vous faites si vous faites le master IRIB, et vous avez aussi un autre module pour les MIG GMPL qui est indiqué ici. Comme ça a été dit, les cours du master sont le mercredi à TPS. Donc, vous n'avez pas de cours INSA le mercredi, vous êtes à TPS tout le mercredi. Il y a des modules INSA qui font partie des notes du master, et il y a des nouveaux modules master qui vont faire partie des notes INSA pour remplacer en fait ce qui est enlevé ici. Donc, une charge supplémentaire limitée, puisqu'on vous enlève certains modules. On vous enlève entre 50 et 80 heures, et on a
les modules supplémentaires côté TPS qui représentent 94 heures indiquées en bas, qui sont détaillées juste après, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est les cours master qui ont été présentés, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, qui représentent les 94 heures supplémentaires qui se font le mercredi, je redis. Et alors, je ne sais pas indiqué ici quel cours compte pour l'INSA pour remplacer le management et tout ça. Alors, de mémoire, c'est robotique, manipulation et commandes pour les MIG GMPL et c'est la partie plutôt image, Basic of Image Processing pour les GE, si je ne me trompe pas. Mais sinon, faut, sur les grilles GE, enfin, sur les grilles INSA, pardon, c'est indiqué. Je suis pas sûr, notamment pour les MIG. Aussi, il y a les deux. OK. Ouais. Il y a les robotiques. D'accord, bah, comme ils ont deux modules en moins, du coup, ils ont deux qui remplacent. Non, pour les GE, du coup, c'est image c'est basique. Oui. À la demande des étudiants, on avait changé. Et donc, pour le master, donc pareil, le master, vous ne faites pas tous les modules du master. Donc, on va aller prendre certains modules INSA, notamment anglais et un peu de management qui a lieu en quatrième année. Donc, les notes d'anglais de management de quatrième année. Et puis des modules de cinquième année, donc ça dépend dans quelle spécialité vous êtes. Ils vont être pris pour compléter en fait le côté master, les modules côté master. Donc ça, c'était pour le semestre, premier semestre, hein, S3 ou S9, S3 côté TPS ou S9 côté INSA. Pour le deuxième semestre, ça a déjà été, enfin, la plupart des choses ont déjà été dites aussi. Donc c'est un stage avec une étude bibliographique qui a à rendre au bout d'un mois à peu près, un mois après le début du stage, en lien avec votre thématique de stage. Et ce stage master, hein, il sert de support à votre PFE. Donc en fait, vous allez faire un seul stage qui va compter à la fois pour le master et pour l'INSA, avec aussi une soutenance commune. Ça, je crois que tu n'en as pas parlé. Donc, je ne sais plus, mais il y a une seule soutenance hein, qui a lieu avec un jury qui sera avec des gens du master et des gens de l'INSA. Donc vous avez une seule soutenance en septembre qui va évaluer votre bravo. La note n'est pas forcément la même, donc après, il n'y a qu'une seule soutenance, parce qu'on n'évalue pas forcément la même chose côté ingénieur et côté master. En tout cas, c'est le même jury. Donc, pas beaucoup de travail supplémentaire. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une composante recherche, ça a été dit, et une étude bibliographique qui se rajoute pour le côté master. Ça a été dit également, donc il faut que le stage porte sur une thématique recherche, donc soit en laboratoire, mais pas qu'en laboratoire. J'insiste aussi, ça peut être en entreprise, hein. Euh, et donc le laboratoire à Strasbourg, le gros laboratoire à Strasbourg qui accueille des stagiaires du parcours AR ici, c'est généralement l'ICUB. Et typiquement l'équipe RDH dont on fait partie, moi, Jacques, et beaucoup d'autres enseignants, chercheurs de l'INSA que vous avez déjà eu, qui est l'équipe de robotique, sciences des données et tout ce qui concerne le médical. Et bien sûr, il y a d'autres laboratoires en France, il n'y a pas que l'ICUB et il y a d'autres laboratoires à l'étranger aussi. Alors, l'intérêt du master en parallèle de la cinquième année, c'est de voir des choses un petit peu différentes de ce que vous avez vu ou que vous allez voir à l'INSA, notamment en robotique. Ça concerne un peu plus les GE, ça. En vision et commande pour tout le monde. Vous avez un double diplôme sans faire d'année supplémentaire, euh, qui est reconnu à l'international. Euh, un aménagement du cursus INSA, donc ça, je pense que c'est une grande chance que vous avez, hein, c'est que tous les cours du master sont le mercredi, donc on se met d'accord pour qu'il n'y ait pas de cours INSA le mercredi. Vous allez le mercredi à TPS, donc vous allez qu'une fois par semaine. Ça se passe assez bien, hein, il me semble, les retours des étudiants.
Et le master, c'est une porte d'entrée privilégiée pour le doctorat, mais c'est pas parce que vous faites un master que vous êtes obligé de faire une thèse par la suite. Donc pour résumer, c'est un plus sur le CV, avec des compétences en plus pour la partie robotique vision commande, sans beaucoup d'heures supplémentaires, donc une charge limitée et une organisation qui est simplifiée, je pense, du fait que tout soit le mercredi. Pour la partie formalité, tout ce qui est un peu plus administratif, donc il y a la date du 13 juin là, où vous devez remplir le formulaire qui vous a été indiqué juste avant avec le QR code, euh, avec notamment une lettre de motivation. Cette candidature, elle est étudiée par le jury INSA, donc le jury qui a lieu fin juin, hein. On étudie tous les candidats qui souhaitent faire le master et on dit il peut pas. Si vous avez l'accord, eh ben, la suite, c'est une inscription en début juillet sur e-candidat, hein, qui est la plateforme de l'université pour l'inscription administrative, où vous avez quelques jours où la plateforme, si ça n'a pas changé, la plateforme est ouverte pour les INSA, pour que vous vous inscriviez sur la plateforme. Là, j'en parle après les tarifs. Ouais. Euh, et s'il y a des, oui, donc étudier en jury INSA fin juin, et s'il y a des rattrapages, décision du coup en septembre. Pour les tarifs, alors on commence par les étudiants communautaires. Donc il y a une petite différence qui apparaît cette année avec les extra-communautaires. Déjà pour les communautaires. Euh, alors pour tout le monde, l'inscription se fait à l'INSA pour simplifier les choses. Donc vous faites l'inscription principale pour votre diplôme d'ingénieur qui était de 601 euros l'année dernière, qui devrait plus varier cette année. Et vous faites une inscription complémentaire à taux réduit. Comme c'est un deuxième diplôme, vous ne repayez pas 600 euros, vous faites une inscription à taux réduit donc de 159 euros l'année dernière. Donc ça, c'est entre mi-juillet et fin août. Une fois que vous êtes sûr que vous voulez faire le diplôme, vous vous inscrivez, comme quand vous faites votre inscription INSA en fait. Et côté Unistra, donc il n'y a pas d'inscription, enfin il y a pas de, il n'y a rien à payer côté Unistra puisque vous payez côté INSA. Et il y a juste l'inscription administrative à faire sur e-candidat début juillet. Les correspondants, j'y reviendrai juste après. Je parle avant des étudiants extra-communautaires. Euh, donc les tarifs sont différents. La procédure est la même, mais donc vous payez l'inscription principale côté INSA pour votre diplôme INSA. Donc, alors ça, je crois aussi que c'est les tarifs de cette année qui devraient peut-être légèrement varier, mais ils n'ont pas encore les chiffres pour la rentrée. Donc l'inscription principale et pareil, l'inscription complémentaire, donc vous ne repayez pas les 3770 euros, mais vous payez un taux réduit qui reste quand même conséquent. Mais ça, malheureusement, on ne peut rien faire côté INSA ou même côté, quelle que soit l'université. On ne peut plus rien faire. Je crois que c'est... Ah non. Alors juste, je reviens sur les correspondances, ça a déjà été dit aussi. Donc si vous avez des questions plutôt MIG, GMPL, c'est Monsieur Pixin. Je peux répondre également, hein, si jamais, notamment aujourd'hui. Et pour les GE, c'est moi. C'est moi à contacter en cas de questions. Et je crois que c'est la dernière slide, c'est les étudiants qui sont inscrits cette année, GE et MIC. Alors cette année, il n'y a pas de GM, il n'y a pas de PL. Mais d'habitude, si je dis pas de bêtises, il y a quasiment toujours des GM, non? Il y a un ou deux GM et Il y a déjà eu un. Et il y a déjà eu un PL, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et sinon, on va donner la parole à deux étudiants en cours, un GE, un MIC. Parfait. Tu commences ou j'y vais? Vas-y, vas-y. Je commence. Bon, on n'a rien préparé, donc on y va un peu. On va vous parler un petit peu de nous, ce qu'on en a pensé en tant que GE, en tant que MIC de cette année. Donc de l'association INSA et le master ERIV. Pour les GE, je dirais que c'est cool si vous êtes un MIC refoulé.
que vous avez demandé Mick, mais que vous l'avez pas eu, bah, faire le double master, c'est vraiment top parce que vous allez justement voir tout cet aspect robotique qu'on n'approfondit pas spécialement en GE. Donc voilà, on a pu apprendre à voilà, toute la mécanique du robot, bah, on connaissait rien du tout et en fait on nous l'a amené de manière très simple et très, comment je pourrais dire, très rapidement on a eu les bases et en fait on n'était pas perdu. Donc ça c'était vachement cool, même au niveau programmation, par exemple image processing, on a vraiment vu ce que c'était Python. Parce que bah, moi, je sais que j'avais fait un petit peu de Python en stage, mais on ne l'avait pas spécialement vu en cours. Donc, pareil, ça nous rajoute des compétences en plus par rapport aux autres. Et après, même quand on revient à l'INSA et qu'on fait certains cours, on fait ah oui, ça, je l'ai déjà vu au master, oh, facile, ce genre de choses. Euh, Au niveau organisation, ça se passe très bien parce que, en fait, vous allez avoir, dans les premiers mois, vous allez voir tous les projets de GE5. Et en fait, à partir du moment où les projets vont s'arrêter, c'est là où en fait vous allez avoir les projets du master et où vous allez aussi avoir les contrôles qui vont arriver. Donc en fait, ça se passe tout en douceur et vous n'êtes pas là, ah mince, je dois faire ce projet-là, ah il y a aussi le projet de master, etc. Il y a cette coupure qui est bien et qui nous permet voilà, d'avancer doucement dans les projets qu'on veut. Donc, non, ouais, franchement, c'est cool. Et donc, côté MIC, ça apporte un certain nombre de compétences qu'on ne développe pas à l'INSA, donc notamment tout ce qui est traitement d'image, c'est quelque chose de très intéressant, très important aussi. Moi, c'est particulièrement pour ça que je suis parti dans le Master e c'est qu'on ne voit pas du tout ça à l'image. On a vaguement un TP, il me semble, sur LabVIEW en ESM, mais ça s'arrête là. Alors qu'en Master, c'est vraiment traité bah, à la fois en image processing, mais on revoit ça aussi en asservissement visuel rapide. Et donc, c'est voilà, des choses vraiment qu'on a en plus. Le cours de drone aussi, qui est donc apparu cette année, qui était aussi très intéressant, parce que bon, on va souvent être amené à travailler avec des drones. Alors, à l'INSA, pas trop, mais après, des choses qui volent, voilà, on pourra en faire. En stage, il y a énormément de stages qui sont proposés avec des manipulateurs aériens, des drones, ce genre de choses. Donc, ça donne vraiment ouais, des bonnes bases. On apprend ce qu'il y a dans un drone, comment ça vole, et ouais, c'est quelque chose, moi, typiquement, que j'utilise au quotidien en ce moment. Euh, Effectivement, robotique, ça reprend pas mal de choses qui ont été faites en mécanique appliquée avec Monsieur Pixin, mais c'est amené d'une autre manière. Et donc, ça permet bah, déjà de revoir ça, parce que c'est quand même des notions importantes. Et aussi tout cet aspect commande qui est un peu plus nouveau, qu'on voit pas forcément avec Monsieur Pixin. Et donc, dans cette matière-là, typiquement, ça se passe très bien. Et commande robuste, enfin, alors effectivement, comme l'avait dit Monsieur Gongolov, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est quelque chose, je trouve, d'important et d'intéressant aussi. Parce on a vu les PID, il y en a peut-être certains qui ont fait au tome 3 ce semestre. Ça, c'est de la commande gentille. Et après, il y a la commande du vrai monde, qui est la commande robuste. Donc, c'est difficile, mais c'est important de le voir. Et ces notions sont très bien amenées, notamment grâce au projet, qui est assez guidé et qui permet d'apprendre ça de façon intéressante et presque ludique. Donc voilà, vraiment, moi, ça m'a apporté que du bonus, pas spécialement de contraintes horaires supplémentaires, puisque le mercredi, nos camarades sont en cours. Pendant qu'ils ont, eux, des cours ici, nous, on n'y est pas forcément aussi. On peut rentrer chez nous, faire d'autres projets. Et comme l'a dit Maya aussi, c'est bien organisé au niveau des projets, puisqu'à TPS, bon, déjà, il n'y a pas énormément de projets. Celui de commande robuste, voilà, oui, Oui. image processing. L'image processing, il se fait quasiment que en séance. Il est très bien, ils ont très bien géré le temps qu'on a Ouais. pour le faire. Et commande robuste, de toute façon, lui arrive après les partiels de l'INSA. Donc, on n'avait que ça à faire à ce moment-là. Donc, ouais, vraiment, c'est pas une charge de travail supplémentaire et je recommande pour le plus que ça apporte de faire ce master. Alors après, moi, je rajouterais aussi que en GE en particulier, vous allez faire que des projets. Il n'y aura plus de cours. Ça va être que des projets. Et en fait, le fait d'aller le mercredi, de juste s'asseoir dans un amphi et de juste avoir à écouter, c'est bête, mais vraiment, ça fait du bien. De se dire, oula, c'est bon, mon cerveau, il est juste là. Et parce qu'en projet, hein, vous allez tout le temps faire plein de trucs, etc. Et ça fait une petite coupure. Mais effectivement, c'est une coupure qui va être très théorique, surtout en commande robuste qui se déroule en deux parties. La première partie avec un premier prof où ça va être vraiment très, très théorique. Donc, la première séance, vous allez faire ah, super simple, PID, tout ça. Et puis après, vous n'allez plus rien comprendre. Mais ensuite, il y a la deuxième partie où là, on va vous réexpliquer les choses de manière plus pratique et il y aura le projet et il y a des lumières qui vont s'allumer. Donc,
Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Non, faut pas Faut avoir pas se peur. laisser impressionner par les premières séances de Non, commande robuste. pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Super. Très bien. Parfait. Personne ici, là. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions à distance, en présentiel, donc on peut clôturer cette séance. Je vous remercie pour votre attention.